Bonjour Mickaël Paty. Bonjour. Bonjour Karine Chaix. Bonjour Monsieur Roux. Mickaël Paty, vous venez spécialement pour l'occasion à Paris. Nous sommes le jeudi 16 octobre. Dans quelques heures, cela fera exactement 5 ans, jour pour jour, heure par heure, que votre frère Samuel, sortant des cours, est poursuivi et sauvagement assassiné par Abdullah Kantzarov. Comment vous avez appris la nouvelle déjà ? Alors cette nouvelle a été apprise par l'ensemble de ma famille, je dirais avec beaucoup de retard, puisque nous n'avons été informés officiellement par les forces de police que mon frère donc avait été décapité, parce que n'ayons pas peur des mots tout de même, il était un peu après minuit. Donc, en fait, les informations nous ont été parvenues principalement donc par la presse, qui avait commencé donc à parler. Vous êtes en train de me dire, Mickaël Paty, que vous apprenez en regardant la télévision, par Internet, par la radio, Oui, effectivement. la mort de votre frère. Et pourtant, dès que les premières informations ont commencé à circuler donc, dans la presse, je me suis évertuée à appeler le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine en déclinant mon identité, demandant à ce qu'on la vérifie pour montrer officiellement qui j'étais, que j'étais bien la sœur de Samuel. Et pour autant, personne n'a voulu me porter d'informations. À quoi attribuez-vous ça ? Est-ce qu'on vous a donné des explications depuis ? Non, on ne m'a pas donné d'explication à cette confirmation, je dirais, tardive, beaucoup trop. Ça a été une attente très très longue, puisque moi, l'inquiétude a commencé à grandir vers 20h quand mes parents m'ont appelé. Moi, j'étais de garde au bloc opératoire, donc en fait, j'étais pas sur des réseaux, j'étais pas en train de regarder une chaîne d'information. Ça a été 4 heures d'attente très très longue. On ne m'a pas spécialement expliqué, mais c'est vrai que c'était dommage de voir écrit Samuel P., 47 ans, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, dans la presse. Donc, être sûr et en même temps, attendre. Attendre. Plusieurs procès ont eu lieu. Oui. D'abord celui de l'élève qui a proféré les fausses accusations, 18 mois de sursis probatoire. Celui des élèves qui ont renseigné et aidé l'assassin à commettre ce crime et cet attentat, des peines de 14 mois de sursis à 2 ans ferme aménagées. Et un autre l'an dernier contre les complices d'Anzorov et des 2 hommes à l'origine de la campagne islamiste ayant conduit à la mort de votre frère. Les peines ont été d'1 an à 16 ans de prison. Un procès en appel est prévu à partir de janvier prochain sur ce volet. Est-ce que vous l'appréhendez ? C'est forcément un moment qu'on appréhende, puisque Pourquoi ? tout est remis en jeu. Un procès en appel, sur les 5 semaines de procès, on va repartir de zéro. On va devoir réexpliquer l'enchaînement causal pour qu'on en arrive à l'attentat contre mon frère. La défense sera toujours là pour se défendre et non pas faire preuve d'une une forme de participation à la vérité. Donc en fait, c'est revivre des choses qui étaient déjà éprouvantes l'année dernière, qui ne le seront pas moins cette année en fait. Qu'est-ce qui a été éprouvant l'an dernier ? C'était de revivre ces instants, ou bien il y a eu d'autres choses qui vous ont atteint ? Il y a eu d'autres choses qui m'ont atteinte, c'est que personnellement, il y a eu 2 événements qui ont été très marquants pour moi. C'est que donc, le père, donc, Brahim Chnina, le père de la jeune fille menteuse qui était donc jugée, a osé à un moment se clamer être lui-même victime de terrorisme, suite au départ d'une de ses sœurs en Syrie. J'ai trouvé cela très indécent. Un autre moment qui était très gênant, c'est quand M. Sifrioui s'est comparé lui-même. Donc, qui a été vraiment l'instigateur de la campagne. C'est celui qui a en tout cas essayé de faire monter, je dirais, le plus la sauce sur les réseaux et motivant Brahim Chnina à continuer à recruter des témoignages presque quotidiennement. Donc lui, il s'est comparé à être Jean Moulin. Et que Jean Moulin, si pour les Français c'était un résistant, par contre pour les Allemands, c'était peut-être un terroriste. Les propos sont particulièrement gênants. Je vous avoue qu'à ce moment, j'en ai fait une sortie de salle. Parce que pour moi, c'était inaudible. Et vous craignez que ça se reproduise cette fois-ci ? Oui, oui. Alors peut-être qu'on aura d'autres comparaisons, mais on aura la même chose en fait. Le tout, c'est que j'espère qu'à minima, les condamnations ne seront pas abaissées. Il y a d'autres poursuites que vous avez enclenchées avec Maître Karine Chaix. Vous visez l'État. L'État n'a pas reconnu ses torts ?
L'État, pour l'instant, n'a absolument rien reconnu. C'est en cela qu'avec Maître Chaix, cette procédure a été lancée. Je dirais que depuis cet événement, il n'y a pas eu du tout les choses n'ont pas été mises à plat. Donc, si les choses ne sont pas mises à plat, comment voulez-vous que des mesures correctives puissent sortent de tout ça? C'est impossible. C'est surtout le sens de cette procédure qui est lancée. C'est pas une volonté de condamnation, c'est une volonté que des mesures soient prises pour que de pareils événements ne puissent plus se produire. Techniquement, Maître Karine Chaix, quelles sont les procédures qui ont été enclenchées? Alors, nous avons enclenché ces procès contre l'État, c'est-à-dire les ministères de l'Éducation nationale et de l'Intérieur, et contre la ville de Conflans-Sainte-Honorine, parce qu'effectivement, le silence et la carence à agir ont permis aux terroristes de frapper, à la barbarie d'avancer. Et ce que nous attendons, c'est que la justice reconnaisse ces manquements et que l'État et les autorités publiques les regardent en face et cessent de se défausser sur d'autres responsabilités. Les fautes qui sont objectives dans ce dossier sont très nombreuses. Et elles se résument d'abord à une évidence. Samuel Paty a été longuement menacé, gravement menacé, par des islamistes, accusé de blasphème. Il a été la victime d'un récit mensonger. Et pour autant, rien n'a été fait. Il n'y a eu ni soutien officiel, c'est-à-dire pour mettre un terme au mensonge, au récit mensonger de discrimination de l'élève qui s'est propagé sur les réseaux sociaux, aux appels à la haine qui s'en sont suivis. Il n'y a eu aucun communiqué de l'institution, de l'école, du rectorat pour mettre un terme à ce mensonge et donc éviter que la haine ne se concrétise. Il y a eu un défaut également de protection tout aussi manifeste, puisque en présence d'un péril grave, connu, répété, provenant d'islamistes identifiés, l'État a une double obligation légale, pas simplement morale, une double obligation légale en tant qu'employeur public de protéger son agent et en tant que responsable de la sécurité, et donc là c'est le ministère de l'Intérieur, également d'assurer une protection d'un fonctionnaire menacé et de sécuriser le collège qui était également menacé. Qu'est-ce que vous, Michael Paty, vous reprochez à l'État et à ces deux institutions, l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur? Moi, ce que je pourrais... Et la commune de Conflans. Ouais. Moi, ce que je pourrais résumer, c'est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi personne n'a pris fait et cause pour mon frère. C'est totalement invraisemblable et c'est ce qui continue de se produire à l'heure actuelle. Ça continue de se produire? Je dirais que oui. Beaucoup d'enseignants, et on le voit, que l'enseignant est quelque part un peu toujours considéré fautif s'il y a un trouble qui se produit. Au mieux, il est exfiltré. Je dirais que c'est complètement une fuite en avant. Et par contre, la personne qui a pu émettre, je dirais quand même beaucoup de fois, parce que il y a l'autonome de solidarité laïque qui a soulevé qu'à l'heure actuelle, on avait quand même une augmentation de 23% des faits de signalement des enseignants qui sont victimes d'agressions ou autres, avec notamment le chiffre qui a été triplé des propos diffamants, de diffamation. Et quand un prof est accusé, même alors que la plupart du temps, ça se voit que c'est flagrant, que c'est faux, le prof est exfiltré. Et au mieux, l'élève a un conseil de discipline avec, ce que je ne savais pas encore peu, c'est qu'on peut bénéficier d'une exclusion avec sursis. Donc j'aimerais savoir quel est le sens d'une exclusion avec sursis. On ne condamne plus, il n'y a plus de réelle réprimande. Donc je pense qu'en étant aussi laxiste, même au sein de nos écoles, c'est impossible d'enrayer le phénomène. Il y a eu, au niveau de l'école, au niveau de l'Académie de Versailles, un certain nombre de polémiques, notamment de mise en cause de personnel, de hiérarchie et de collègues de votre frère qui ne l'auraient non seulement pas soutenu, mais même lui auraient reproché d'avoir parlé, évoqué de ces caricatures
ce qui va conduire à l'issue tragique que l'on connaît. Est-ce que vous avez eu des explications? Est-ce que vous avez lancé des poursuites d'ailleurs dans ce domaine? Et est-ce que vous avez eu des explications des personnes concernées? Alors les personnes concernées, je dirais que se sont expliquées eux-mêmes, avant même que je les sollicite, dans un rapport qui avait été sorti par l'Éducation nationale. C'était une enquête administrative qui avait été diligentée et qui a été assez bâclée, puisque l'enquête a été bouclée en 15 jours. C'était quand même assez compliqué de faire le tour de la question en seulement 15 jours. Voilà, où eux ont donné leur version des faits qui, en résumé, dans ce rapport, c'est qu'ils estiment qu'ils ont agi comme ils devaient agir et qu'ils ont tout fait pour essayer d'aider mon frère. Sauf que dans les faits, le fait d'envoyer un référent laïcité à mon frère pour lui expliquer qu'il ne maîtrisait pas les règles de laïcité, c'est quand même une prise en charge totalement lunaire par rapport aux événements. Est-ce que cette question-là est au centre des poursuites? Non, c'est pas forcément le centre des poursuites, mais c'est quelque chose qui sera forcément abordé. Alors, dans notre recours, on a fait état de l'ensemble des manquements et ils sont extrêmement nombreux. Donc, il y a également, mais on ne va pas pouvoir tous les évoquer, je pense, par manque de temps, il y a également cette fiche, le fait établissement, qui a été rédigé à l'envers par la principale, puisqu'elle a accusé Samuel Paty d'être l'auteur du manquement et elle a identifié comme victime les élèves. Donc forcément, le traitement ensuite de la crise s'est trouvé mal orienté dès l'origine par une fiche faite à l'envers. Il y a eu bien sûr ce référent laïcité qui, à tort, a cru devoir faire la leçon sur la laïcité au lieu que l'institution apporte son soutien à Samuel Paty. Il y a eu également le fait que le collège a ouvert les portes à cet islamiste qui s'est quand même présenté en Camille et comme le représentant des imams. L'école n'a pas à faire rentrer des intégristes religieux en son sein. Parler de ses fruits, oui. Pour traiter un incident ou en tout cas une réclamation de parents. Il y a eu toujours au sein de l'institution scolaire d'autres manquements. Il y a eu la ville de Conflans, nous l'avons brièvement évoqué, le maire a été alerté, il connaissait parfaitement la situation. La police municipale, l'une de ses premières missions, c'est de prévenir les troubles à l'ordre public. Il y avait des menaces réelles, avérées, constantes et graves de troubles à l'ordre public. Il a délibérément fait le choix de ne pas mobiliser sa police municipale et nous en avons eu la confirmation lors du récent procès l'année dernière et c'est la raison pour laquelle nous avons enclenché ce procès plus tardivement. Mais vous citez des individualités. Est-ce que c'est là est-ce que c'est les fautes est-ce que c'est pas simplement les fautes d'individualité plus que les fautes d'un système? Moi, ce que j'en pense, c'est que globalement, on crée bien le système dans lequel on est, en fait, de notre façon de fonctionner. Ce qui s'est passé, je dirais, je vais reprendre les termes juridiques, c'est une sorte d'enchaînement causal, en fin de compte. C'est qu'à partir du moment où le premier a dit « il faut apaiser la situation », c'est que, globalement, toutes les personnes qui auraient pu agir n'ont eu que de volonté que de dire que la situation était apaisée. C'est la situation... c'est le syndrome pas de vague dans sa version. Voilà, qui est assez généralisé dans... Qu'est-ce que vous dites? J'attends que la responsabilité de l'État soit reconnue. Qu'est-ce que vous attendez vraiment concrètement de ces poursuites? Est-ce que vous attendez un procès? Est-ce que vous attendez une condamnation? Alors j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Moi, ce que j'attends, en fin de compte, parce que qu'ils le reconnaissent, qu'ils ont à leur manière, donner une perte de chance à ce que Samuel reste. Vous y croyez? Moi, j'y crois. Le fait même que vous lanciez des poursuites sur ça prouve qu'il n'a pas eu cette expression de reconnaissance jusqu'à présent. Tout à fait. Donc, tout le procès ou toutes les poursuites
pour ceux qui sont visés, vont consister, en tous les cas, ils vont se défendre en ne voulant pas reconnaître. Alors, ils vont se défendre ou ils ne vont pas se défendre. Et je pense que l'attitude la plus digne de l'État, après avoir refusé de reconnaître officiellement sa responsabilité, serait peut-être de ne pas se défendre. Et cela fait 15 mois que nous avons introduit le recours. Pour l'instant, nous n'avons pas de mémoire en défense. Donc, l'État peut-être laissera le juge décider sans prétendre qu'il a rempli ses devoirs élémentaires, puisque tel n'a pas été le cas. Et ce procès, au-delà bien sûr de l'exigence de vérité et de justice, c'est aussi pour restaurer le sens des responsabilités. Parce qu'avec cet attentat de Samuel Paty, la République n'a pas seulement perdu un enseignant, c'est aussi l'État qui a perdu la conscience même de son devoir de protection et du sens de sa responsabilité à protéger. 3 ans plus tard, quasiment jour pour jour, le 13 octobre 2023, Dominique Bernard à Arras, professeur de français, est assassiné par Mohamed Mogouchkov, un islamiste d'origine ingouche, dans la cour de son lycée. Que vous dites-vous en apprenant cette nouvelle ? C'est encore la presse qui me l'a annoncé, mais cette fois, puisque j'ai quand même créé quelques liens, c'est des journalistes qui m'ont carrément appelé, qui étaient... Moi, mes premiers mots, ça a été, ils ont recommencé. J'avais lancé déjà, je dirais, des cris d'alerte avec cette possibilité, justement, que le séisme qui est arrivé à mon frère pouvait y avoir des répliques. Globalement, je pense que les uns et les autres n'ont pas pris l'ampleur de la menace qui était à l'heure actuelle sur notre école. Moi, je pense que... C'est quoi cette menace ? On a un entrisme des islamistes qui veulent mettre à mal notre école. Parce que l'école, c'est celle qui forge, en fin de compte, nos adultes de demain. Avec des professeurs qui, comme mon frère, et ils sont nombreux, tout le monde ne s'y résigne pas, à essayer de leur apprendre l'esprit critique, à essayer de les faire grandir et à faire comprendre que d'être libre en France, c'est notre priorité. Donc, eux veulent s'attaquer justement à la liberté, parce qu'ils n'en veulent pas. Et peut-être pour poursuivre effectivement, ce qui est aussi très révélateur de la situation de cet emprisme et de ce communautarisme qui explose, un professeur sur 2 déclare s'auto-censurer. Et c'est quand même un comble au pays de Voltaire. Ceux qui sont chargés d'enseigner la liberté n'osent pas parler librement. Et pourtant, un autre chiffre qui a été rappelé, mais les demandes de protection fonctionnelle explosent. Qu'est-ce que vous appelez les demandes de protection fonctionnelle ? Lorsqu'un enseignant est attaqué, est diffamé, est menacé, il fait une demande de protection fonctionnelle qui est pas simplement, comme souvent c'est caricaturé, la prise en charge des honoraires de l'avocat pour se défendre, mais également le soutien officiel de l'institution qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire arrêter les faits dont est victime l'agent. Et donc la conjonction de ces 2 chiffres montre à quel point, effectivement, d'abord, la peur ne fait que grandir. Donc ce que vous êtes en train de me dire, Karine Scheck, c'est que les leçons des assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard n'ont pas été tirées. Alors moi, je ne peux pas dire qu'elles n'ont complètement pas été tirées, mais elles ont été très insuffisamment tirées. Et j'ai également des exemples professionnels, alors qui sont parfois un prisme déformant, mais qui disent quand même quelque chose de la situation du pays. Et je défends des professeurs d'enseignement supérieur également, qui sont accusés d'islamophobie, non pas pour ce qu'ils ont fait, ou même pour ce qu'ils ont dit. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, actuellement. Mais simplement pour ce qu'ils représentent. Qui lance les accusations ? Des étudiants. Des étudiants. Et simplement pour ce que ces professeurs représentent, c'est-à-dire le savoir libre, le droit de questionner. Et que fait la hiérarchie universitaire ? Elle cède, elle plie. Dans un cas, elle est même allée jusqu'à modifier ses règles internes pour céder à la pression d'une étudiante accusatrice. Où ça ? Je ne suis pas autorisée pour l'instant à le dire parce que nous sommes encore en train d'essayer d'obtenir le soutien complet. Et dans un autre cas,
La hiérarchie universitaire a demandé à l'enseignant de s'auto-censurer et lui a retiré ses cours pour faire taire la contestation étudiante communautariste. Et peut-être enfin un dernier exemple éloquent, cette fois-ci qui concerne l'institution scolaire. J'ai accompagné un professeur de confession juive qui avait trouvé dans sa salle de classe une croix gammée, gravée. Il a alerté la direction, le rectorat, rien n'a été fait, aucun communiqué aux parents, aucun communiqué aux élèves. Par peur, il a lui aussi, sans connaître le geste de Samuel Paty, glissé un petit marteau dans sa sacoche pour se rassurer. Et que s'est-il passé ? Il a été convoqué, on lui a reproché le marteau. Donc on blâme ceux qui ont peur au lieu de blâmer, d'accuser, de sanctionner ceux qui accusent, ceux qui intimident. C'est un renversement, encore une fois, total du bon sens et des valeurs. Pourtant, Mickaëlle Paty, plusieurs hommages ont été rendus, plusieurs établissements ont pris le nom de Samuel Paty. Finalement, quelque part, ne vous dites-vous pas que pour barbare, pour terrible qu'a été cet assassinat, au moins le sacrifice n'a pas été vain? Je dirais que les hommages, les inaugurations, qui sont multiples, qui sont nécessaires, je pense que c'est pas suffisant. Les minutes de silence sont impératives également, notamment pour la journée d'hommage qui vient d'avoir. C'est un moment important, la minute de silence, parce que pour faire un petit peu de pédagogie, c'est quand même un moment de recueillement qui, justement, dans une communauté diverse, enlève tous les hommages qu'on pourrait mettre religieux. En fait, c'est un langage universel, le silence. C'est tout le monde qui honore un mort. Mais je dirais que honorer nos morts exige aussi des vivants. Exige des procédures qui ne sont pas du tout menées à l'heure actuelle, que le soutien aux professeurs, je dirais, devrait émaner également de la société civile, avec que les mairies, les communautés, les associations soient là pour rendre un peu des lettres de noblesse au monde enseignant et également défendre la laïcité. Qu'avez-vous découvert ou appris sur votre frère après sa mort ? En fait, moi, après sa mort, de toute façon, ça a été mon lot quotidien. C'était effectivement de pouvoir retracer les 11 jours qui avaient pu précéder l'attentat, essayer de comprendre au maximum les agissements ou les non-agissements des personnes qui avaient pu graviter autour. Moi, dans les souvenirs que je garderai toujours, c'est d'ailleurs quelque chose que j'attends qu'on me rende à l'issue du procès, parce qu'on peut récupérer des choses. Donc moi, je vais récupérer 2 choses. Son livre de blagues et également son petit carnet où il notait tous les jours donc son emploi du temps, mais également des petites annotations. Et il écrivait assez mal, c'était parfois dans tous les sens, donc ça m'a pris un peu de temps pour l'éplucher, ce carnet. Mais les choses qui m'ont plus marqué, c'est le fait qu'à un moment, il ait écrit mot pour mot « me faire escorter par ». Ça, c'est quelque chose de terrible, parce que le mot « escorter » a un sens, et mon frère savait utiliser les mots. Donc le fait d'utiliser ce terme « escorter », ça montre à quel point il se sentait menacé. Ça, c'est quelque chose de terrible. C'est depuis toujours avoir le sentiment qu'il a vécu dans une terrible solitude, souffrance, isolement, et ça prouve qu'il se savait menacé. Son courage vous a-t-il étonné ? Non. Non, là, je le reconnais bien. Et puis, surtout, parce que beaucoup n'ont pas compris, mais pourquoi il n'est pas resté chez lui, pourquoi il n'a pas pris de vacances, pourquoi il ne s'est pas mis en arrêt maladie. Mais pour lui, ça aurait été renoncer. Ça aurait été dire aux autres, vous avez gagné. À quelle qualité de cette personnalité vous vient à l'esprit quand vous pensez à lui ? Le courage. Merci beaucoup, Mickaëlle Paty. Merci, Karine Chaix. Un hommage sera rendu national, sera rendu le 21 octobre prochain pour les 5 ans de la mort de Samuel Paty. Ce sera bien sûr à vivre en direct sur le site du Figaro. En attendant, on vous recommande Le cours de Monsieur Paty. C'est le livre que vous avez écrit avec votre consoeur Émilie Frèche sur justement la base de ce qu'a écrit votre frère
Samuel. Et bien évidemment, c'est un livre non seulement à lire, à garder et bien évidemment à offrir. Merci beaucoup, merci de votre témoignage, merci d'être venu spécialement sur le plateau du Figaro TV pour nous parler de votre frère Samuel. Et bien évidemment, nous pensons à lui et nous pensons à son sacrifice. Merci Karine Schex. Merci.